Je voulais remercier tout le team NeoCare de m'avoir invité pour pouvoir avoir l'opportunité de discuter avec vous de génétique. Et donc, on s'est posé quelques questions, à savoir, la première, un test ADN, est-ce que ça peut permettre de dépister une maladie? Alors la réponse, en tout cas la mienne, c'est oui et non. En fait, ça dépend de la maladie en question. Vous avez certains tests ADN qui permettent de dépister une maladie, et puis d'autres, clairement, ce n'est pas le cas. Par contre, ce qu'il faut vraiment bien retenir, c'est qu'en fait, un test génétique, c'est fait pour dépister une mutation. Après, vous avez des mutations qui sont responsables de maladies héréditaires, et vous avez des cas simples où une mutation entraîne une maladie, et la maladie en question n'est due qu'à cette mutation. Du coup, on peut simplifier en disant que le test ADN va permettre de dépister la maladie. Mais c'est loin d'être une généralité. Donc là, vraiment, la notion importante pour moi, c'est que le test ADN, c'est extrêmement puissant, mais puissant pour détecter une mutation, pas vraiment une maladie. Parce qu'un test ADN, ça va être valable que pour une maladie donnée ou l'une des causes de la maladie, c'est-à-dire la mutation que le test va dépister. Et ça ne donnera aucune information sur les autres formes possibles de la même maladie et les autres mutations qui pourraient être dues à des mutations dans des gènes différents qui entraîneraient les mêmes symptômes que la maladie que l'on souhaite dépister. Alors, pour illustrer un petit peu tout ça, je vous ai pris plusieurs exemples. Le premier, c'est l'exemple de l'ataxie cérébelleuse héréditaire du Staffordshire Terrier américain, dit Amstaff. Donc il s'agit d'une mutation qui a été découverte en 2010. Elle a été identifiée chez des chiens européens et des chiens américains. Et c'est la même mutation qui a été identifiée des deux côtés de l'Atlantique. Et lors de l'étude, tous les chiens qui étaient atteints étaient homozygotes mutés, c'est-à-dire qu'ils portaient deux copies de la mutation. En fait, il s'agit d'une maladie récessive, c'est-à-dire pour laquelle il y a des porteurs sains. Et pour qu'un chien soit atteint, il faut qu'il porte deux copies de la mutation, une qu'il a héritée de son père, une qu'il a héritée de sa mère. Et si vous regardez ce petit tableau, ici, encadré en rouge, les chiens atteints. Ici, vous avez dans la première ligne leur statut génétique pour la mutation. La mutation, c'est le changement de la lettre G en une lettre A dans l'ADN. Ici, dans la deuxième ligne, ce sont les chiens français. Et dans la troisième ligne, les chiens américains. Et vous constatez que tous les chiens qui étaient atteints, qui présentaient des symptômes cliniques d'ataxie cérébelleuse héréditaire, eh bien, ils étaient tous porteurs de deux copies de la mutation. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. En fait, le test ADN, il va permettre de dépister la mutation, mais la forme héréditaire d'ataxie cérébelleuse chez l'Amstaff, elle est due à cette mutation particulière. Attention, il y a quand même d'autres causes possibles d'ataxie cérébelleuse. Donc là, on parle bien de la forme héréditaire d'ataxie cérébelleuse. Et puis, il y a des cas qui sont beaucoup plus compliqués que ça. Si on prend l'exemple de la myocardiopathie dilatée chez le Doberman, par exemple, il y a une étude américaine qui a été publiée en 2012 qui a mis en évidence une mutation dans un gène qui s'appelle PDK4. Cette mutation, elle a été découverte à partir de prélèvements ADN qui avaient été réalisés uniquement sur des chiens américains. Et puis, quelques années plus tard, en 2016, il y a une autre mutation qui a été découverte, toujours à partir de chiens américains, mais pour le moment, on ne connaît pas le nom du gène puisque ce n'est pas encore publié. Par contre, il y a des informations sur le site de l'équipe de recherche qui a travaillé sur cette mutation. Je vous ai mis ici une petite information sur le fait que la première mutation du premier gène, là, qui s'appelle PDK4, elle est située sur un chromosome qui est le chromosome numéro 14 du chien. Je le précise parce qu'on va en reparler tout à l'heure. Alors, j'ai extrait d'une présentation du laboratoire américain qui a travaillé sur les deux premières mutations identifiées chez les chiens américains. Les informations les plus importantes. La première mutation, donc dans le gène PDK4, eh bien, il y a 37% des chiens qui portent cette mutation qui vont développer la maladie. Donc c'est quand même pas beaucoup, hein. Si on s'intéresse à la deuxième mutation, il y a 50% des chiens qui portent cette deuxième mutation seuls qui développent des symptômes de myocardiopathie dilatée.
Et enfin, quand on fait le cumul, il y a 60% des chiens qui portent les deux mutations qui développent des symptômes de myocardiopathie dilatée. Donc ça veut dire qu'il reste quand même 40% de chiens qui portent les deux mutations mais qui n'ont pas de symptômes. Et puis surtout, ce qui me paraît plus embêtant, c'est qu'on n'a pas d'informations sur le pourcentage de chiens qui ne portent pas ni la mutation 1 ni la mutation 2 et qui sont quand même atteints de myocardiopathie dilatée. Et ce qui est nettement plus gênant pour nous en Europe, c'est que la mutation, la première qui a été découverte, eh bien, elle n'est pas corrélée au développement de la maladie chez les chiens européens, puisqu'il y a une autre étude qui a été publiée en 2011, qui a été réalisée à partir de chiens européens, cette fois-ci, et il se trouve que le gène en cause est situé sur le chromosome 5. Or, le gène PDK4, découvert par les Américains, là, comme je vous l'ai dit, il est situé sur le chromosome 14. Donc là, clairement, on a les mêmes symptômes, la même maladie, deux mutations pour les chiens américains, dont la première, on est sûr, elle ne correspond pas à ce qui se passe chez les chiens européens. Pour la deuxième mutation, comme c'est pas publié, eh bien pour le moment, on n'en sait rien. Donc là, la situation est très compliquée. Et là, on peut dire que le test ADN qui est vendu aux États-Unis, qui permet de dépister la mutation dans ce premier gène, ainsi que dans le deuxième, elle n'a pas d'intérêt pour les chiens européens, puisque elle ne permet pas de dépister la forme de myocardiopathie dilatée qu'on a ici en Europe. Et puis, ben, ça tombe bien, j'ai un exemple Leonberg. Donc, quand les mêmes symptômes, donc là on a parlé de la myocardiopathie dilatée, mais on va s'intéresser à une autre maladie, sont dus par des mutations dans des gènes différents, ça porte un nom un peu scientifique, donc ça s'appelle l'hétérogénéité génétique. L'hétérogénéité génétique, c'est donc quand vous avez un même tableau clinique, les mêmes symptômes, mais que vous avez des causes génétiques qui sont différentes derrière. Et on a un deuxième bel exemple qui concerne la polyneuropathie du Leonberg. Là, il y a une équipe en Suisse qui a beaucoup travaillé, il y a aussi une équipe américaine, mais une équipe en Suisse qui a beaucoup travaillé sur cette maladie. Ils ont identifié une première mutation qui est responsable de 20% des cas, avec le nom du gène que je vous ai mentionné ici, parce qu'on le retrouvera sur le site de laboratoire qui vendent les tests ADN. Et puis une deuxième mutation qui est responsable entre 20 et 25% des cas. Et là, finalement, quand on fait le cumul, eh bien, on a quand même la moitié des cas de polyneuropathie qui ne sont expliqués ni par la mutation numéro 1, ni par la mutation numéro 2. Donc là, clairement, quand on fait faire le test ADN, même pour les deux mutations, qu'on est très sérieux, on fait dépister les deux mutations, eh bien, on n'a quand même pas du tout la certitude que si son chien ne porte pas ces mutations, il soit indemne et il ne transmette pas la polyneuropathie. D'accord ? Donc finalement, là, on est dans un cas aussi où les tests ADN ne dépistent pas la maladie polyneuropathie, mais dépistent des mutations qui peuvent être à l'origine de polyneuropathie, mais qui ne sont pas toutes les causes sous-jacentes de polyneuropathie.